Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ces nouvelles rencontres hors du commun. Et ce soir, j'ai le plaisir d'inviter le docteur Jacques Laurent. Bonsoir Jacques. Bonsoir, je suis ravi de discuter avec vous et de vous expliquer des choses qui m'ont passionné pendant une partie de ma carrière professionnelle. Alors, vous avez écrit il y a une dizaine d'années un ouvrage de recherche qui s'appelle Groupe sanguin, 4 personnalités, le code secret décrypté. Alors là déjà, rien que le sous-titre, le code secret décrypté, je pense que vous allez nous amener vers des méandres, des mystères par rapport au groupe sanguin auquel on n'a pas encore réellement réfléchi. Tout à fait, tout à fait. En revenant à la première de couverture de ce livre, on y voit une pyramide. Cette pyramide a la symbolique de toutes les pyramides dans les philosophies anciennes où toute société était pyramidale avec une base et un sommet, et cette pyramide résumait une société. Et elle-même, cette société, elle est constituée de 4 différentes humanités qui s'appellent l'humanité primordiale, l'humanité sédentaire, l'humanité nomade et l'humanité prophétique. En réalité, ici, c'est le visage de Adam, là, c'est le visage de Caïn, là, c'est le visage de Abel, et là, c'est le visage de Jésus. Ceci a une importance énorme dans la compréhension de ce que j'explique dans le livre au sujet des 4 groupes sanguins qui ont chacun, enfin, les 4 groupes sanguins correspondent à 4 mentalités et 4 humanités différentes. D'accord. Alors, vous pouvez poser le livre, Jacques. Au départ, ma profession ne m'avait pas préparé aux constatations que j'ai faites au cours de ma carrière, et en particulier, j'ai mis très longtemps à essayer à comprendre. J'ai essayé de comprendre, et j'ai mis du temps à avoir compris pourquoi il y avait des gens qui réagissaient avec des faibles quantités de médicaments et que d'autres, au contraire, il fallait leur donner des fortes doses de médicaments pour les faire réagir. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait une relation entre le mode de vie et les maladies. À une époque où, il y a 30 ans, quand je disais à mes copains qu'il devait y avoir une relation entre le cancer et l'alimentation, je me faisais insulter par les copains en disant « tu es un charlatan, le cancer c'est une maladie du chromosome, alors qu'en réalité c'est une maladie qui vient dans le cytoplasme des cellules ». Et donc, petit à petit, j'ai été amené à essayer de comprendre la différence qui existait entre les individus. Et j'ai été beaucoup aidé quand je suis tombé justement sur le déterminisme découvert par les Japonais au XXe siècle. Au XXe siècle, au Japon, ce sont les Japonais qui ont été les premiers à trouver cette relation entre le groupe sanguin et la personnalité. C'était un scientifique, c'est ça, le monsieur Furukawa Takeshi? Voilà, je vais vous expliquer parce qu'en fait c'est assez peu connu. Il y a 25 ans, j'ai envoyé ma fille faire des études en Chine. Et lors de ses premières vacances, quand elle est revenue, elle me dit « Papa, quel est mon groupe sanguin ?» Et donc, à l'époque, il y a 25 ans, j'étais au courant de rien. J'ai été intrigué. Et elle m'a dit, parce que c'est incroyable, en Chine, chaque fois que j'approche un Chinois, une Chinoise, avec qui je commence à avoir une certaine amitié, on me demande mon groupe sanguin. Et alors ça a fait tilt, parce que quand je suis tombé sur les articles concernant cette manière de juger la psychologie des gens, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un travail qui avait été déjà fait, qui est très célèbre au Japon, en Corée et en Chine, mais qui est complètement méconnu en Europe et aux États-Unis. Et donc, l'intérêt de cette démarche, c'est que finalement, si on fouille
sur Internet en particulier, tous les articles qui concernent les recherches, on se rend compte que les Japonais, à la fin du 19e siècle, se sont préparés à dominer le monde. Et ils ont eu une attitude qui maintenant ne passe plus, mais il y avait des théories raciales. C'est pour ça d'ailleurs que cette théorie sur les groupes sanguins peut être mal interprétée. Il y avait des théories raciales où on cherchait à savoir quels étaient au Japon les meilleurs soldats, les meilleurs combattants, pour essayer d'avoir les meilleurs commandants pour diriger les troupes. Oui. Et donc, en 1927, justement, un professeur de psychologie, ce Furukawa Takeshi, il s'est intéressé à un conflit sino-japonais qu'il y a eu à la fin du 19e siècle. Il y a eu une guerre entre les Chinois et les Japonais. Les Japonais ont gagné cette guerre et il y a eu un traité qui s'appelle le traité de Shimonoseki. Ce fameux traité de Shimonoseki est un traité qui a permis au Japon à récupérer des provinces chinoises comme Formose et la Corée. Et donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est que les soldats chinois, il y a eu un accord et donc les armées chinoises ont évacué Formose, Taïwan. Et ce sont les soldats japonais qui ont envahi pacifiquement. Il n'y a pas eu de combat à Formose. Les Japonais sont arrivés. Les soldats chinois originaires du continent de Chine sont partis. Mais très vite, il y a eu une résistance énorme des natifs de Formose. Et il y a eu des combats extrêmement cruels entre les Formosans et les Japonais. Et Furukawa Takeshi a été le premier à émettre l'hypothèse, et il avait raison, que peut-être la résistance des soldats, la résistance des natifs de l'île contre les soldats japonais était due au fait que ces natifs étaient du groupe sanguin O, alors que les soldats originaires, les soldats japonais qui avaient envahi étaient originaires du sud de la Chine et ils n'avaient pas le même groupe sanguin, ils étaient plutôt du groupe sanguin A. Donc c'est lui le premier qui a émis cette hypothèse qui est extrêmement intéressante parce que c'est vrai qu'elle correspond à une certaine réalité et ce psychologue, Furukawa Takeshi, a été le premier à en parler. Et ensuite, au Japon, alors bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale est passée, et au Japon, il y a eu un journaliste qui s'y est intéressé dans les années 70, et c'est là que la théorie, qui est une théorie amusante, on pourrait dire, est rentrée dans les mœurs des Japonais. Et maintenant, vous ne pouvez pas rentrer dans une administration ou entrer dans une agence matrimoniale sans qu'on vous demande le groupe sanguin. Et ils tiennent compte du groupe sanguin dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Je pense qu'en particulier concernant nos hommes politiques, nos dirigeants politiques occidentaux, les Japonais s'intéressent à leur groupe sanguin. Alors, est-ce que ça signifie qu'il y aurait un groupe sanguin meilleur qu'un autre, ou est-ce que ça signifie qu'il y aurait des groupes sanguins qui seraient plus adaptés à telle fonction et d'autres groupes sanguins plus adaptés à telle autre? Oui, pour les Japonais, oui. Pour les Japonais, d'une part, les Japonais apprécient particulièrement les gens du groupe sanguin O et se méfient des gens du groupe sanguin B. Mais ce qui est intéressant, c'est de se renseigner sur le groupe sanguin, par exemple, de Charles de Gaulle, de Nicolas Sarkozy, du président actuel des États-Unis, Donald Trump, de Hitler, de Kennedy, de Jackie Kennedy. Et quand on sait le groupe de ces gens-là et qu'on voit la manière dont ils se sont comportés dans la vie, on arrive à trouver quand même certaines analogies. Et par exemple, quand on dit que pour en revenir au livre
les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, ça voudrait dire finalement que tous les hommes seraient du groupe sanguin O et toutes les femmes seraient du groupe sanguin B. Voilà. Et donc, mais Vénus, c'est le groupe sanguin B quelque part. Il y a quelque chose de vénusien dans le groupe sanguin B. C'est très restrictif, hein, c'est évident. Mais il y a des analogies intéressantes. En particulier, ce qui est très curieux, c'est que la répartition sur la planète des groupes sanguins n'est pas uniforme. Et si vous regardez la manière où il y a des groupes qui sont majoritaires, vous en déduisez que en fait, les groupes sanguins sont en relation avec le mode de vie. Par exemple, le groupe sanguin O, qui en France est très répandu, avec le groupe sanguin A, eh bien, il y a des régions du monde où il n'y a que des groupes sanguins O, en particulier chez les aborigènes de Nouvelle-Zélande, chez les Amérindiens, chez les Papous, ou les premiers habitants de Formose, ils sont tous du groupe sanguin O. Et ils ont tous cette caractéristique, c'est d'être des gens qui ont gardé une sorte de rythme de vie paléolithique. Leur nourriture, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. Et ils ont un mental qui n'a rien à voir, par exemple, avec les gens du groupe sanguin A, qui, eux, sont surtout où on en voit en majorité en Europe du Nord. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est la répartition des groupes sanguins B sur la planète. Alors, une question, Jacques, pour que nos auditeurs comprennent bien. Comment est-ce que ça fonctionne, on va dire la détermination du groupe sanguin. Lorsqu'il y a un parent avec un groupe sanguin O qui va avoir un enfant avec un autre parent du groupe sanguin, par exemple A, qu'est-ce qui détermine le groupe de l'enfant? Alors, en pratique, il y a 4 groupes. Il y a le groupe O, le groupe A, le groupe B et le groupe AB. Le groupe O, c'est le mental de l'homme préhistorique. Le groupe A, c'est le mental de l'agriculteur, on pourrait dire. Le groupe B, c'est le mental du nomade. Et il y a le groupe rare de AB. Et donc, O correspond à un mode de vie et un mode de pensée paléolithique, préhistorique, on pourrait dire, avec des réflexes bien spécifiques de défense du territoire. A, c'est l'agriculteur, B, c'est le comportement nomade, et en particulier avec le groupe sanguin B, plus on s'éloigne des endroits où ils sont le plus nombreux, c'est-à-dire en Extrême-Orient, près du lac Baïkal, plus on s'éloigne du mode de vie nomade, moins il y en a. Si, par exemple, quelqu'un a un groupe, par exemple, si vous êtes du groupe sanguin O, et vous êtes obligatoirement issu d'un père et d'une mère O. Si vous êtes du groupe sanguin A, vous avez un de vos parents, voire 2 de vos parents qui sont A. Donc vous pouvez être A, O ou AA, père-mère. C'est pareil pour B. Et AB, c'est quand vous avez la rencontre entre un parent A et un parent B. Et ça fait des comportements complètement différents. D'accord. Alors, une autre question me titille. Pour qu'il y ait 4 groupes sanguins, ça signifie qu'à l'origine, il y a eu au moins 4 parents différents avec ces 4 groupes sanguins différents. Donc, question toute bête. Adam, Ève, s'ils étaient que 2, comment est-ce qu'on peut avoir 4 groupes sanguins aujourd'hui? Alors, justement, c'est vous abordez le sujet, le cœur du sujet. Très probablement qu'au début de l'humanité, il n'y avait que des gens du groupe sanguin O. Quand on tient compte du fait que la plupart des humanités
qui vivent selon le mode, qui n'ont pas été en contact avec le monde moderne, avec la civilisation occidentale, comme les Amérindiens, comme les aborigènes. Ils sont tous du groupe sanguin O. Et ces gens-là vivent selon le mode de vie paléolithique, c'est-à-dire que ce sont des chasseurs-cueilleurs. Être un chasseur-cueilleur, ça veut dire c'est se nourrir de gibier et de cueillette. Et très probablement, enfin, ce genre de mode de vie, c'est un peu comme en Amazonie, nécessite un immense territoire pour la survie des tribus qui y vivent dedans. À partir du moment où on considère qu'il y a eu des migrations et que, à partir du moment où les gens ont changé de mode de vie, c'est-à-dire à partir du moment où les hommes ont cessé d'être des chasseurs-cueilleurs pour devenir des agriculteurs, le groupe sanguin A muté de façon extrêmement rapide. Et c'est la même chose, à partir du moment où il y a eu des chasseurs-cueilleurs de groupe sanguin O qui se sont tournés vers l'élevage, vers le mode de vie pastoral, en très peu de générations, le groupe sanguin B serait apparu. Tout ça sont des hypothèses, mais des hypothèses qui risquent d'être vérifiées un jour. Donc, en fait, au départ, il y avait dans l'humanité uniquement des chasseurs-cueilleurs de groupe sanguin O, puis il y a eu des nomades avec le groupe sanguin B, surtout dans la région du lac Baïkal, et des sédentaires, surtout dans le monde occidental. Et donc, c'est pour ça que sur la première de couverture, j'ai représenté cette pyramide avec les 4 humanités qui constituent à notre époque l'ensemble d'une société pyramidale en équilibre. Globalement, les groupes sanguins ne sont que la traduction des 4 différents modes de vie, le mode de vie sédentaire, le mode de vie nomade et le mode de vie primitif. Et donc, le porteur du groupe sanguin a en lui les gènes du comportement de ses ancêtres très éloignés. Et donc, face à un danger immédiat, un grand danger, le réflexe de survie sera différent d'un groupe sanguin à un autre. Le O ne se comportera pas de la même manière qu'un A ou un B dans des situations de grand stress. D'accord. Et c'est là l'intérêt de la connaissance des groupes sanguins, parce que moi, dans ma pratique, j'avais besoin de connaître le groupe sanguin. Ça me permettait de savoir quelle était la diététique la mieux adaptée à mes patients, et également quelle était la mentalité qu'ils devaient avoir ou qu'ils devaient cesser d'avoir pour être bien dans leur tête. Donc on va assez loin dans l'utilisation de ces groupes sanguins. D'accord. Une autre question, du coup. Aujourd'hui, on peut dire que 80% de la population mondiale est devenue quasi sédentaire, voire sédentaire. Oui. Est-ce que ça signifie qu'il va y avoir une mutation générale dans quelques générations des groupes sanguins, de façon à ce que tout le monde passe, le sédentaire, c'est le A, c'est ça, c'est ce que vous avez dit? Le sédentaire, c'est le A. B, c'est le nomade. O, c'est Adam, c'est l'homme à l'origine. Donc, est-ce qu'on va voir une mutation de masse des groupes sanguins et peut-être dans 2-3 générations? Non, je ne crois pas. Non, c'est à l'échelon de dizaines de milliers d'années, à mon avis. Hein. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la vie pratique, si vous avez en face de vous un groupe sanguin A, vous saurez mieux vous y prendre, vous saurez comment le prendre si vous connaissez les caractéristiques du groupe sanguin A. Avec un O, A est fait pour commander. O, quelque part, est fait pour obéir. O aime bien faire le travail très fini. A, il aime commander, mais il est un peu brouillon. B est un négociateur. Donc, un A qui ne peut pas commander, il est mal dans sa tête. Un O qui est obligé de commander, il est mal dans sa tête. Un B qui est qui ne peut pas séduire, il est mal dans sa tête. Donc, ça a des incidences et des applications intéressantes.
Et donc, c'est difficile bien sûr de résumer tout ça en très peu de temps. J'avais rencontré un médecin qui faisait de l'excitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire qu'il faisait des tests électriques sur des patients qui permettaient de voir la manière dont réagissait leur métabolisme. Et cette excitabilité neuromusculaire m'avait permis, en faisant de très nombreux tests, de me rendre compte qu'il y avait 4 types de profils différents et que chacun des types de profils finalement correspondait au comportement d'un groupe sanguin. Et donc ça m'a permis de comprendre qu'un groupe sanguin O, par exemple, il ne faut pas lui donner les mêmes quantités de médicaments qu'un groupe sanguin A, qui lui a besoin de beaucoup plus de doses plus fortes pour réagir. Et ça peut avoir des conséquences très importantes dans des maladies où la posologie des thérapies peut être dangereuse si on dépasse les normes. Donc, ce serait intéressant que les médecins sachent qu'il y a des différences de tolérance des médicaments en fonction du groupe sanguin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez vous faire soigner, on va vous demander votre poids. Simplement le poids, alors que moi, quand on venait me voir, si j'avais en face de moi quelqu'un qui avait un groupe sanguin O, je savais que je pourrais avoir de bons résultats en homéopathie, par exemple, alors que j'en aurais beaucoup moins avec quelqu'un du groupe sanguin A, par exemple. Que quelqu'un qui avait un groupe sanguin, quelqu'un à qui je devais donner des doses d'aspirine ou de médicaments, globalement, un O, il y avait moins besoin de donner de doses. Au contraire, un A, le B, lui, on pouvait lui donner quasiment des doses normales. D'accord. Et pour le AB? Ah, le AB. Alors, figurez-vous que AB, c'est un groupe sanguin que je décris dans mon bouquin. Ça m'a valu des lettres de remerciements incroyables de gens qui m'ont écrit pour me dire « Docteur, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a compris mon problème. » Parce que AB, il a en lui le groupe sanguin A et le groupe sanguin B. Or, le groupe sanguin A et le groupe sanguin B ont 2 profils opposés. Donc, les gens du groupe sanguin AB ont en eux-mêmes 2 ennemis, et ce sont des gens qui très souvent sont très malheureux, que personne ne comprend, et dont le destin est d'être dans l'exceptionnel. Alors, je vais vous dire quelque chose, une étude que j'avais lue il y a assez longtemps, et j'espère que ceux qui nous écoutent, qui sont du groupe AB, vont m'en excuser. Mais cette étude montrait qu'il y avait un rapport entre les grands schizophrènes de notre époque et le fait qu'ils étaient du groupe AB. Mais ça correspond, ils ont en eux A et B, le sédentaire et le nomade, c'est-à-dire Caïn qui tue Abel. C'est pour ça que je prends cette analogie entre le mythe de Caïn et Abel, parce que Caïn symbolise cette humanité sédentaire, esclavagiste, monogame. Au contraire, Abel, qui séduit tous les dieux, est un séducteur né, polygame, marchand d'esclaves, et donc diplomate. Et donc, vous avez B veut faire ce qui est interdit par A. Vous avez en AB tous les conflits de l'humanité. Et donc, c'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des schizophrènes plus nombreux chez les gens du groupe sanguin AB. Entendu. Donc, j'ai aussi une autre réflexion qui arrive de mes lointains cours de biologie. Au groupe sanguin, on associe des rhésus. Oui, alors les rhésus ont une petite influence, mais pas très importante. Par exemple, une caricature du groupe sanguin O, par exemple, c'est Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, c'est la femme O par excellence. C'est Audrey Hepburn également, c'est la femme O par excellence. Je ne connais pas son groupe, mais
ça ne m'étonnerait pas que Madame Sarkozy ait été elle aussi du groupe sanguin O. Ce sont des femmes extrêmement minces, très féminines, très coquettes, très sensibles au quand du raton. Au contraire, les femmes du groupe sanguin A, c'est un peu l'opposé. Elles sont moins fines, moins coquettes, un peu plus négligées. C'est elles qui portent la culotte à la maison, souvent, surtout si elles ont un mari ou, par exemple. Et donc, vous avez comme exemple des gens du groupe sanguin A, ben vous avez Donald Trump, vous avez Hitler, ça peut être intéressant de savoir ça. Vous avez pas mal de monde. Ce qui est très étonnant, par contre, c'est que aux États-Unis, alors que le groupe sanguin AB est très rare, vous avez souvent des présidents américains du groupe sanguin AB. Et ces gens-là, Kennedy, par exemple, était AB, mais également Obama, AB, et puis encore plus étonnant, Clinton. Monsieur Clinton était marié avec une Madame Clinton, tous les deux AB. Quand même très, très, très curieux. Or, effectivement, comme je vous disais, AB est fait pour l'exceptionnel. Et ces gens-là trouvent leur voie dans l'exceptionnel. La femme O, elle n'est pas dans l'exceptionnel. Elle est au contraire dans le quotidien. Elle est très, très féminine. La femme A l'est moins. La femme O est bien dans sa maison. La femme A préfère le boulot, son travail, le bureau plutôt que la maison. Les gens du groupe sanguin B sont souvent, surtout chez les hommes, des gens qui, je le vois à mon âge maintenant que je suis à la retraite et que je fréquente des gens du même âge, la plupart des gens que je vois autour de moi qui ont particulièrement bien réussi dans les affaires, ce sont des gens du groupe sanguin B. D'accord. Le Rhésus, lui, intervient peu dans la mesure où une femme du groupe sanguin A, Rhésus négatif, elle a le mental d'une A et le physique d'une O. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, pour continuer dans vos recherches, du coup, vous avez associé effectivement le groupe sanguin des individus aux pathologies. La pathologie, la diététique. La diététique. Le mental. D'accord. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans son mental, il est malheureux. A est fait pour commander. Je parle de mon interprétation de la mentalité occidentale. Parce que si vous allez dans les descriptions faites par les Japonais, on n'a pas les mêmes constatations. Il faut reconnaître une chose, c'est que les Japonais ont développé une idée juste, probablement juste, mais ce n'étaient pas des médecins. Le premier était un psychologue, le deuxième était un journaliste qui, lui, avait probablement du groupe sanguin B parce qu'il avait réussi particulièrement à vendre cette théorie, mais ils n'étaient pas médecins. Moi, j'étais médecin et j'étais le premier à me rendre compte que dans la vie, les gens se comportent comme leurs globules rouges. C'est-à-dire que le groupe sanguin O ou 0, il donne à tout le monde. On peut transfuser O à tout le monde. Eh bien, dans la vie, O, c'est pareil. O donne plus qu'il ne reçoit. O, il est vulnérable, il a besoin d'être protégé. A tue B et B tue A. C'est-à-dire, si vous transfusez du sang de A à un B, vous le tuez. Ça s'appelle un accident transfusionnel. Et vice-versa. Eh bien, dans la vie, O et A s'opposent dans la société. Les sédentaires s'opposent aux nomades. Les hommes d'affaires et les banquiers s'opposent aux terriens. Les terriens qui sont symbolisés par par Caïn, et les nomades qui sont symbolisés par Abel. Et la Bible déjà en parle, il y a une opposition dans toutes les sociétés entre les gens qui ont une mentalité de sédentaire et les gens qui ont une mentalité de nomade. Nous sommes à notre époque dirigés par des nomades. L'Europe, la finance,
l'absence de frontières, c'est un comportement de nomade. Au contraire, les frontières, les royaumes, c'est un comportement de sédentaire. Ça va très loin. Mais du coup, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, au final, vous avez fait une corrélation donc, avec les groupes sanguins et les pathologies? C'est-à-dire, est-ce que vous avez constaté que certaines maladies se développaient proportionnellement beaucoup plus par rapport à Dans certains tel groupes groupe que sanguins? par un autre. Alors là, je me ferais fusiller par le corps médical, naturellement, mais j'avais remarqué que si j'avais en face de moi une patiente qui approchait la ménopause et qui était du groupe sanguin O, j'avais beaucoup de chances de lui trouver une insuffisance thyroïdienne que je ne trouvais pas dans les autres groupes sanguins, par exemple. Il y a des tendances plus importantes à faire des groupes, mais en pratique, en médecine, le groupe sanguin, c'est de la transfusion et on ne s'intéresse qu'à la transfusion. Alors qu'en réalité, la transfusion n'est que la manifestation d'un comportement plus général. O se donne à tout le monde, A et B ne se reçoivent. Et par contre, AB est tué par tout le monde. Oui. Alors, je ne veux pas tirer la couverture à moi tout seul. Je vais revenir un peu à l'historique de cette démarche. Il y a eu donc d'abord Furukawa Takeshi, qui donc avait émis l'hypothèse que les soldats issus de la partie sud du Japon étaient moins belliqueux que les Formosans natifs de Taïwan, parce que les Japonais étaient du groupe sanguin A, ce qui correspond à une certaine réalité. C'est vrai que le sédentaire, il est pas belliqueux. Et deuxièmement, il y a eu ce fameux journaliste dans les années 70. Je suis tombé, moi, sur le livre de Peter d'Adamo, qui parlait des 4 groupes sanguins avec l'alimentation. Et comme moi, j'avais fait parallèlement des démarches avec ces fameux tests d'excitabilité neuromusculaire qui me permettaient de voir qu'il y avait 4 profils métaboliques différents. Après avoir lu ce bouquin, je me suis rendu compte que ce que décrivait d'Adamo, qui n'était pas médecin, mais qui était un naturopathe d'origine juive, donc qui connaissait particulièrement bien la diététique, cachère entre autres, et donc bien sûr, le Coca-Cola est cachère parce que ça n'existait pas du temps d'Abraham, mais il y a dans la diététique juive un bon sens qui lui a permis de comprendre cette relation entre l'alimentation du nomade, l'alimentation du sédentaire. Et donc, moi, je suis allé plus loin que lui en parlant non pas d'alimentation, j'ai rien inventé au niveau de l'alimentation. Mais par contre, j'en ai tiré des conclusions sur le plan des mentalités. Et là, ça rejoint les travaux de ce journaliste japonais, bien que mes conclusions dans le comportement n'ont rien à voir avec ce qui est écrit au sujet de l'interprétation de la mentalité des Japonais, des Coréens et des Chinois. Alors que je comprenne bien, donc vous alliez plus loin, si je suis de tel groupe sanguin, si j'ai telle alimentation, je vais m'induire tel comportement? Non, pour vous répondre de façon plus globale, pour que vous me compreniez et que vous puissiez en tirer profit, il faut que je vous résume un peu mon comportement, mon parcours professionnel. J'ai fait mes études de médecine il y a 50 ans à Bordeaux. Et à la fin de mes études, j'ai fait des remplacements. Comme la plupart des jeunes médecins de l'époque, avant de s'installer, on fait des remplacements. Donc, j'ai remplacé des médecins à Bordeaux. Et comme mes parents habitaient l'Alsace, j'ai toujours ça va pas. Comme mes parents habitaient l'Alsace, j'ai également remplacé le médecin alsacien de mes parents. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, mais je n'avais pas eu la réponse, c'était la différence de vieillissement entre les Alsaciens et les Bordelais à âge égal. Un Bordelais de 80 ans ressemblait à un Alsacien de 60 ans. C'est-à-dire qu'en réalité,
Donc, il y avait un vieillissement précoce des Alsaciens qui était très net. Mais ça, je l'avais constaté sans pouvoir en tirer des conclusions, surtout qu'à l'époque, il y a 50 ans, la diététique, on ne savait pas ce que c'était, les compléments alimentaires, on ne savait pas, la pollution, on ne savait pas, on ne savait rien. Et la diététique, c'était uniquement fondé sur les calories. Que vous bouffiez 10 calories de banane, 10 calories de steak ou 10 calories de merde, c'était 10 calories. Donc à l'époque, la conclusion qu'on aurait pu en avoir, c'est que le vin Bordeaux conservait mieux que le Gewürztraminer. Par exemple. Et donc, ne me plaisant pas en Alsace, ayant une femme fidèle qui m'a dit « je te suivrai jusqu'au bout du monde », elle est toujours à côté de moi, on est parti à l'île de la Réunion, il y a 50 ans. Non, il y a 40 ans. Et là, stupeur, alors qu'en Alsace, il y avait énormément de cardiaques et énormément de cancéreux. J'étais devenu un spécialiste du cancer, un spécialiste des maladies cardiaques. À La Réunion, il n'y avait pas de cardiaque, il n'y avait pas de cancéreux. Alors, je ne comprends pas. Je demande à mes copains médecins plus âgés que moi, installés depuis plus longtemps, je dis, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de cancer à La Réunion? Ils me disent, il n'y en a pas. On ne sait pas, mais il n'y en a pas. J'ai passé 8 ans à La Réunion et au fur et à mesure que les années passaient, j'ai vu apparaître le cancer. Si bien que maintenant, il y a autant de cancéreux à La Réunion qu'en France. Alors, comme j'y ai passé 10 ans à La Réunion et que je suis venu m'installer à Bordeaux, j'ai commencé à comprendre. Je me suis rendu compte qu'effectivement, La Réunion, les gens, c'était les mêmes. L'île était à la même place. Et ce qui avait changé, c'était le mode de vie. Et je me suis trouvé à une période charnière que n'ont pas pu connaître les jeunes médecins. C'est que j'ai vécu une époque relativement limitée où en très peu de temps, La Réunion est passée d'un mode de vie traditionnel à un mode de vie moderne. Et entre les deux, il y avait le Boeing 747 qui amenait la nourriture de France. Rien d'autre n'avait changé. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la diététique, mais pas à la diététique comme on apprenait à la fac, où on nous disait tant de calories de ceci, tant de calories de cela. Non, une diététique qualitative. Et cette diététique, je l'ai retrouvée chez Danamo. D'autant plus que, justement, avec mes fameux tests d'excitabilité neuromusculaire, je voyais que tout concordait. Les gens qui étaient du groupe sanguin O et qui avaient une courbe basse, c'était des gens qui réagissent très fort et qu'il fallait donner des petites quantités de médicaments. Et que les gens qui, au contraire, à qui il fallait envoyer des doses d'électricité, des tests fortes, c'était des gens à qui il fallait, pour les faire réagir, donner des doses de médicaments plus forts. Et que à ces gens-là correspondait une diététique sélective. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on pouvait expliquer pourquoi il y avait des gens qui réagissaient à certaines thérapies, d'autres qui n'y réagissaient pas, ou au contraire, d'autres qui ne les supportaient pas. Or, ne pas supporter une thérapie, c'est peut-être pas grave, mais quand il s'agit de chimiothérapie anticancéreuse, eh bien, on peut en mourir. Et ça, c'est pas connu, parce que même actuellement, la chimiothérapie anticancéreuse, les doses déterminées, ça se fait uniquement en fonction du poids du malade, sans tenir compte du groupe sanguin. Donc vous voyez que les groupes sanguins, c'est pas uniquement comme certains journalistes le disent, une gentille petite psychologie pour parler autour d'un verre de bière. Ce qui signifie, par rapport à ce que vous démontrez, c'est que encore aujourd'hui, en voulant soigner des personnes, on arrive à les tuer parce que on est en surdosage ou en sous-dosage. Exact. C'est fou. Alors ça, bien sûr, il vaut mieux que vous censuriez, parce que sinon, je vais me faire assassiner, bien que maintenant, je ne risque plus grand-chose, je suis à la retraite. Oui, mais c'est quand même l'élément qui est capital. Mais même, c'est un élément qui est capital.
je dirais même envers ceux qui condamnent, par exemple, complètement la chimio, ou au contraire ne jurent que par la chimio, ça signifie que il faut... Un protocole pour chaque patient et non pas un protocole par maladie, quelle que soit la maladie. Ah ouais, c'est... Donc effectivement, le fait d'aborder les groupes sanguins et les mentalités, ça débouche sur des applications pratiques extrêmement intéressantes, sans vouloir remettre en question le système. Mais par exemple, sur le plan politique, si vous votez quelqu'un dont vous savez qu'il a le groupe sanguin A, ce sera un dictateur, comme Hitler. S'il a un groupe sanguin B, comme Mitterrand, ce sera un scorpion qui risque de vous piquer par derrière. Si c'est un O comme Jacques Chirac, on ne s'étonnera pas qu'il ait des maîtresses dans son lit tous les soirs, parce que le O est très porté sur le sexe, alors que le A, beaucoup moins. Et que le B est un chasseur de gibier. Alors, allez, là on va dire que c'est les côtés négatifs de ces groupes sanguins. Alors, sanguin et sexualité, par exemple, vous vouliez qu'on en parle, par exemple. Est-ce qu'il y a des côtés positifs? Eh bien oui, il y a des aspects positifs. Groupe sanguin et sexualité, la femme O, c'est le gibier. C'est le gibier. L'homme O, c'est le chasseur de gibier. Voilà. L'homme B, c'est un polygame. Voilà. Il y a des chances qu'une femme qui est mariée avec un homme B, elle soit cocu. Il y a des chances. Plus qu'avec un A. Mais il est possible que le A soit moins performant que le B. Vous voyez, on peut rentrer dans les détails. Non, mais c'est vraiment intéressant, voire même, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir couper les statistiques aujourd'hui de ce genre de choses, qui sont des statistiques à peu près connues, avec effectivement rajouter l'élément du groupe sanguin pour voilà, corréler ce constat. Là, je vous assure, je suis formel quant à la réussite économique des hommes d'affaires quand ils sont du groupe sanguin B. B, c'est le plus intelligent des groupes. C'est le plus intelligent, c'est le plus séducteur, mais c'est parce qu'il est intelligent, c'est aussi le plus dangereux. Et c'est la raison pour laquelle au Japon, le groupe sanguin B est très mal vu. Et c'est pour ça que cette théorie des groupes sanguins est très mal vue aussi en Europe, parce que c'est une forme de ségrégation. Bien sûr. Oui, on peut très bien arriver à des théories eugénistes avec ce genre avec cette mentalité-là, oui. Mais les faits sont les faits. Soit on fait la politique de l'autruche, soit on est dans une démocratie, et dans les démocraties, il y a quand même suffisamment de garde-fous. Vous savez à quoi ça me fait penser, comme cette théorie, à un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, qui est un film qui a à peu près 20-25 ans, où c'est un film d'anticipation, de science-fiction, où on déterminait l'avenir, le devenir de chaque citoyen avec une prise de sang à la naissance. Et donc, en fonction de son groupe sanguin, de son résus, etc., on pouvait dire, eh bien, toi, tu seras un ouvrier, toi, tu seras un policier, toi, tu seras un chercheur, et puis toi, tu iras dans l'espace. Et c'est un film japonais, j'imagine. Non, je ne vais pas avoir le nom. D'accord. Mais bon, vous voyez l'idée de ce film. Et c'est un peu juste, on est un peu dans le même registre. Par exemple, si vous avez des enfants, en fonction de leur groupe sanguin, vous pouvez les orienter. Pire que ça, si vous vous faites opérer, métier pratique, chirurgien, il vaut mieux que ce soit un chirurgien de groupe sanguin O, parce qu'il est minutieux. Si un A, il le sera moins. Si vous, un horloger, il faut qu'il soit O, travail minutieux, banquier, compté, expert comptable, O. Un A, il risque de faire des fautes, il s'en fout, il regarde, si vous voulez, O regarde en profondeur, A regarde en largeur et en diagonale. Un O lit complètement un livre, un A le parcours en diagonale, par exemple. D'accord. Alors, tout à l'heure, on était sur le domaine de la sexualité et de l'amour.
allez, si on veut faire le portrait de sa meilleure moitié. Il y a des bonnes associations. Voilà, quelles sont les bonnes associations? Homme A, femme O. D'accord. Par contre, si c'est une femme A avec un homme O, l'homme O sera à ses genoux devant elle, mais c'est pas un sentimental, le O, et la femme A, si elle est déçue par son homme, facilement elle le quittera, alors qu'une femme O quitte son homme que si vraiment elle est frappée ou elle est vraiment malheureuse. Une O est fidèle. Une A, elle prend son destin en main elle-même. Alors, juste pour finir sur AO, ce qui est marrant, c'est que c'est pas le même comportement Chez l'homme et la femme. Chez l'homme et la femme, qu'il soit O ou qu'elle soit A ou inversement. Donc, c'est pas le fait d'associer O et A, c'est aussi quand même le fait d'associer O plus le gamète. O et A sont très complémentaires. Une femme O et un mari A. Le A, c'est le chef, c'est celui qui pontifie. Et la femme O, c'est elle qui va dans les détails, qui rend la maison belle, qui nettoie la maison, qui est très maternelle. La femme O est très maternelle. C'est la plus maternelle de tous. Donc, c'est une très bonne association A-O. L'inverse, l'homme O, la femme A, c'est aussi une bonne association, mais moins bonne. Parce que la femme A, elle peut se tirer. Pas là-haut, elle ne se tirera pas. Il faut vraiment qu'elle soit trompée, frappée, malheureuse pour qu'elle parte. Le haut, la A, elle est même, et ça je l'ai vu à plusieurs reprises, elle se fait faire un gamin et après elle s'en va. Le gamin fait. Au revoir, ciao, ciao. Bon, on ne fait pas des généralités, mais effectivement. Non, mais comme par hasard. Et alors, 2A, c'est la guerre des chefs. Alors, il y a des bons couples de A. Chacun est un chef dans son domaine. Mais par exemple, quelqu'un dans l'administration, si vous connaissez le groupe sanguin de votre subordonné ou votre supérieur, vous savez le manipuler. Le subordonné, si c'est un haut, vous savez qu'il faudra l'orienter vers des activités de confiance. Un A, il faut faire gaffe, parce qu'il va peut-être vouloir prendre votre place, pas le haut. Le B, de toute façon, il ira voir votre chef pour essayer de prendre votre place et la place du chef. C'est caricatural, mais il y a une part de vérité. Alors, du coup, bon, on a compris que du côté de vos confrères, ce genre de théorie les faisait un petit peu grincer des dents, mais est-ce que du côté du corps des psychologues, du corps des chasseurs de tête, par exemple, est-ce qu'ils se sont intéressés? Oui. Au Japon, oui, mais pas en Europe. Mais ça viendra. Il y a 30 ans, on rigolait de la graphologie. Maintenant, la graphologie intervient dans les recrutements, dans les bureaux de recrutement, dans les agences matrimoniales. Le groupe sanguin, ça me paraît un élément supplémentaire important. La femme A, par exemple, est plus négligée que la femme O. Donc, si dans une agence, vous avez un monsieur très net sur lui, il faut pas lui présenter une nana dont la voiture est remplie de tous les dossiers de la semaine. Chez elle, la femme A est très désordonnée, la femme O est très ordonnée. Alors, il faut mettre un bémol. Parce que quelqu'un qui est O, obligatoirement, il a un père O et une mère A, et une mère O. Quelqu'un qui est A, il peut être A du père, A de la mère, mais il peut être aussi A du père et O de la mère. Dans les deux cas, vous avez un cas qui est AA, et dans l'autre cas, c'est AO. Eh bien, le AO ne sera pas caricatural comme le AA. Le groupe sanguin A que je décris, c'est AA. Si on voit chez quelqu'un qu'il est A, mais il a du en lui, c'est tout simplement qu'effectivement, il a un de ses parents qui est O, et ça se retrouve. C'est pareil pour B.
Donc il y a deux groupes qui ne trompent pas, c'est O et AB. O l'esclave, AB l'émancipateur. AB fait pour l'exceptionnel. O fait pour le quotidien. Entre les deux, AO, AA, BO, BB. Et ça, ce n'est pas écrit par les Japonais, parce qu'ils n'étaient pas médecins. Ils n'avaient pas compris. Alors, allez, une petite question quand même qui me... J'ai envie de vous taquiner un petit peu. Du coup, avec madame, est-ce que, parce que vous ne connaissiez pas vous n'aviez pas encore bâti votre théorie à l'époque où vous vous êtes rencontrés, donc est-ce que vous vous êtes bien rencontrés, ou est-ce que, sachant ce que vous savez aujourd'hui, finalement, vous auriez tourné les talons? Vous voyez, je vais pas les talons, peut-être pas, mais à l'époque, peut-être j'aurais choisi une fille identique au même groupe, mais ça aurait été le même groupe. Je saurais ça maintenant. Il est indéniable, pour vous répondre, sans vous répondre, ma fille, une de mes filles, j'ai deux filles, ma fille dernière a été victime d'un pervers narcissique. Et donc, elle demandait tout de suite le groupe sanguin des garçons qu'elle rencontrait. Elle ne donnait pas suite dès qu'il y avait un B qui se promenait par là. Je ne dis pas que tous les B sont comme ça. Hein. J'ai un très bon copain, qui est d'ailleurs son parrain, qui est du groupe sanguin B et qui ne correspond pas du tout à ce profil. Mais c'est bien ça tout le danger. Là, vous illustrez aussi tout le danger de ces constats. Parce que c'est même plus une théorie. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a un certain seuil de faisceaux de présomption qui font que ça corrobore ce que vous dites. Mais c'est quand même le danger, c'est-à-dire tous les garçons B ne sont pas des pervers narcissiques. Donc, tout à fait. Et c'est ce qui passe un peu au Japon, c'est que les garçons B sont mal vus. Mais vous savez, une théorie vaut ce qu'elle vaut. Moi, je fonde ma théorie comme d'autres ont fondé leur propre théorie. Freud fondait sa théorie sur le mythe d'Oedipe. Moi, je fonde ma théorie sur le mythe d'Adam et Ève, de Caïn et Abel. Adam, groupe sanguin O, Caïn, le sédentaire, groupe sanguin A, Abel, groupe sanguin B. Voilà. Donc, la psychanalyse, ça a duré 100 ans. Freud a expliqué le monde pendant 100 ans. En fait, Freud devait probablement être du groupe sanguin B. Et c'est vrai que le groupe sanguin B est probablement le plus... le mot m'échappe. Le plus axé vers la libido. B est très intéressé par la libido. L'homme O est très intéressé par les performances sexuelles. B, ça va plus loin, c'est pas la performance, c'est la séduction de la femme. Et un B qui est pas séducteur, il est mal dans sa tête. C'est ça que moi j'en retirais comme conclusion. Et pour le soigner, je lui disais, il faut séduire. Ah oui, forcément. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez, justement, à partir du moment où on va dire, tiens, c'est pas une théorie, c'est avéré. C'est-à-dire que tous les B sont des séducteurs, or, il s'avère que dans les faits, eh bien, tous les B le sont pas forcément, et d'ailleurs, vous dites que ceux qui le sont pas, justement, c'est ce qui les rend mal, et il faut qu'ils le deviennent pour être bien en adéquation avec eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui fait, qui rentre dans l'équation, dans les paramètres, qui va faire que ce B-là ne sera pas un séducteur, ou que ce A-là n'aura pas l'âme d'un chef? Mais tout simplement parce que les groupes sanguins, c'est de la génétique. C'est de la génétique. Et les phénomènes génétiques sont résumés pour 30% de la manifestation de la vie. Il reste 70% à l'environnement. L'éducation, l'époque, l'endroit où il a été élevé, la manière, la société, les écoles. Donc, c'est probablement ces 70% restants qui font qu'un séducteur n'est pas séducteur, qu'un dominant
n'est pas dominant ou qu'un AB est mal dans sa peau. C'est pour les 70% restants. Ouais, mais alors, si je dois faire un parallèle avec l'astrologie. Donc J'ai pas voulu en faire. Je voulais pas en faire. J'ai pas voulu, bien qu'il y ait, paraît-il, pas mal de similitudes. J'ai pas voulu en faire pour que ça reste médical. Mais on va le laisser médical, mais je veux juste faire le parallèle pour vous expliquer mon raisonnement. L'astrologie, donc il y a 12 décans, et on ne peut pas dire que tous les lions ont le même comportement, parce que derrière, il faut étudier l'ascendant. Donc l'ascendant, il y a 12 ascendants, et là c'est pareil, on ne peut pas dire que tous les lions ascendant scorpion aient tous le même comportement, parce qu'il faut encore ajouter quelque chose. Alors est-ce que on ne pourrait pas faire ce même parallèle, et c'est pour ça tout à l'heure je vous posais la question sur Rhésus, par rapport au sang, effectivement, il y a les 4 groupes, mais justement, ce qui rentre dans l'équation et qui va fausser l'équation, qui va faire un changement de paramètre, est-ce que c'est pas tout ce qu'il y a à l'intérieur des groupes, le Rhésus, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les pitopes, je sais pas, je sais que par exemple, quand on fait des bilans sang, on va tester 5, 6 éléments, le K+, le machin, etc. J'y connais rien, hein, je vous donne des choses comme ça qui viennent dans la tête. Vous voyez, est-ce que c'est pas finalement toutes ces sous-branches qui va faire que on va pas pouvoir avoir une règle qui soit globale pour chaque groupe, mais où il y aura des variations? Moi, je résumais ça en disant c'est l'environnement, 70%. Mais je ne suis pas allé plus loin. Parce que je n'ai pas les moyens scientifiques. Je ne peux pas aller plus loin. Et j'estime être allé plus loin que tous ceux qui ont écrit avant. Celui qui a fait le plus gros travail, c'est d'Adamo, qui, en tant que naturopathe, a vulgarisé les 3 régimes, le régime du haut, le régime du A, le régime du B. Donc, ça, c'est du solide. C'est fiable. Parce que le haut doit se comporter comme un chasseur-cueilleur. Le A doit se comporter comme un sédentaire. Donc, ça doit être un fructo, pas un fructo, non, un végétarien. Les sédentaires, ils font pousser les plantes. Hein. Bon. Le nomade, lui, au contraire, c'est un carnivore. Donc, ça tient debout, cette théorie. Mais dans les détails, je ne suis pas allé plus loin. Alors, un autre comparatif, mais je vais peut-être dire une énorme bêtise, hein, j'en sais strictement rien. Au niveau du monde animal, est-ce qu'on a aussi ces 4 groupes ou est-ce que... Alors, ça a été pour moi très difficile à obtenir, mais apparemment, il n'y a aucun parallèle. Il y a des groupes sanguins. Il y a des groupes sanguins. Chez les singes, chez les ours. Mais ça n'a rien à voir avec les nôtres. J'en sais pas plus. J'ai pas pu tellement discuter ça avec des vétérinaires. Ouais, donc il n'y a pas eu d'études de comportement chez le singe, par exemple, de comportement en fonction du groupe sanguin d'une faction de singes. Non, je crois pas. Alors, il y a un autre élément que j'aborde dans ce livre, qui pour moi est très important, c'est au sujet du groupe sanguin AB. Le groupe sanguin AB, c'est un groupe sanguin que c'est pratique. J'ai écrit pratiquement ce livre pour eux, parce que vraiment, ce sont des gens qui souffrent. La plupart du temps, ils souffrent. Et donc, ce livre correspond à leur réponse. Mais en plus, ce qui m'a interpellé, c'est que dans le suaire du Turin, mis à part le carbone 14, il y a eu d'autres techniques qui ont montré que finalement, c'est un suaire qui remonte à l'époque de Jésus. On a retrouvé le groupe sanguin AB dans ce suaire. J'y suis allé d'ailleurs à Turin pour en avoir la confirmation. Et il m'a été confirmé que sur ce suaire, on avait retrouvé des traces du groupe sanguin AB. Et ça, quelque part, ça a confirmé ma théorie qui veut que AB soit le prophète, c'est-à-dire celui qui réconcilie les deux ennemis, le sédentaire et le nomade,
c'est lui qui, dans la vie, a un destin. Et on se rend compte que, par exemple, en prenant les États-Unis, eh bien, les présidents américains sont souvent du groupe sanguin AB. D'accord. Et effectivement, on en avait parlé avec une amie à vous, Magali Cazotte, du Suaire de Turin. Voilà. Et on est des inconditionnels du Suaire. Tout à fait. Alors, Jacques, on arrive à peu près on va dire, à la fin de notre conversation. Je vais vous poser une petite question. Là, vous avez pu discuter avec moi. On ne se connaissait pas avant. Est-ce que, de par la relation qu'on vient d'avoir pendant 1 heure, vous êtes capable de déterminer quelle est la nature de mon groupe sanguin? Alors ça, c'est le piège dans lequel je suis souvent tombé. Oui. C'est de me fier uniquement à l'aspect physique des gens. Et c'est la meilleure manière, d'une part, de se planter, et d'autre part, de discréditer la théorie. Il y a des gens pour qui le groupe est évident. Une femme O, une femme A, un homme A. On peut plus facilement se planter avec un B ou un AB. Il faut les voir se comporter pour deviner leur groupe. Mais uniquement l'aspect extérieur, c'est pas suffisant. On peut, mais on prend le risque quand même de se planter. Alors maintenant que j'ai fait ces réserves, d'après votre physique, un peu rond, comme moi, peut-être vous êtes A. Eh bien, non. Peut-être. Non, bon, alors, non. Vous voyez, ça correspond. On se plante quand on essaye d'avoir des... Alors, dites-moi quel est maintenant votre Je suis du même groupe que la rotondité de mon visage. O. Eh oui. Alors, vous êtes un O qui n'a pas le droit d'être gros. Un O doit être maigre s'il est en bonne santé. Je retiens ça. Un O, il doit supprimer le pain, et le pain, les graisses animales, naturellement, et les sucreries. Et vous correspondrez à un vrai O. Donc, alors ça, c'est intéressant parce que ça signifie donc, et c'est vrai qu'on l'a un petit peu abordé au début, en fonction du groupe sanguin, du coup, on doit adapter son alimentation. Ah, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Un O, supprimer les sucreries. Le pain et les sucreries, oui. Les céréales en général, et les sucreries, oui. Un O, c'est un descendant des chasseurs-cueilleurs. Donc, qu'est-ce qu'il doit manger? Des viandes maigres et des végétaux peu sucrés. Et de suite, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous carburerez à l'essence et non pas au diesel, en tant que O. Donc, est-ce que ça signifie qu'un A doit être plutôt carnivore? Ah, il doit... Non, c'est un sédentaire, il faut qu'il soit fructo-végétarien. D'accord. Alors, c'est lequel, le chasseur? Le chasseur-cueilleur, c'est le O. C'est le O aussi, d'accord. Il peut manger de la viande. Le A, non, vaut mieux pas trop. Un O peut manger du sel. Le A, non. D'accord. Et le B, dans tout ça? Le B, c'est le seul qui vraiment supporte les produits laitiers et la viande. C'est l'éleveur. Voilà, c'est le nomade qui vit des animaux qu'il élève. D'accord. Et ça, j'ai rien inventé là, hein. C'est d'Adamo qui a décrit ça. Mais il a raison. Oui, vous avez pu le vérifier. J'en tiens compte. D'accord. J'en tiens compte. En fait, je dois être un faux O, parce que par rapport à ce que vous avez décrit depuis le début, je ne me retrouve pas, si vous voulez, dans la description du O. Je me retrouve plus dans la description du A, limite du B. Oui, ben, pourquoi pas. De toute façon, un O, s'il reste toute sa vie O, c'est pas marrant. Il faut qu'il évolue vers... il faut qu'il évolue. Un O, il faut qu'il sorte de sa condition de O pour aller vers le A, puis vers le B. Et qu'il termine par AB. Donc vous êtes un O qui a évolué. Ah, c'est peut-être ça. Regardez peut-être quand vous étiez O plus jeune.
Vous étiez peut-être plus haut que maintenant. Et donc, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Et est-ce que chaque groupe doit aussi évoluer? Du coup, alors est-ce que c'est cyclique ou est-ce que c'est O doit évoluer vers A, vers B, vers AB? Et puis A doit vers B, vers AB? Et puis alors du coup, AB, il n'évolue pas? AB évolue vers le cinquième élément. Et là, c'est l'ésotérisme. Bien, parlons-en de ce cinquième élément qui est le dernier chapitre de votre livre. Vous l'avez lu, mon bouquin? Non, mais j'ai lu le sommaire. Oui, cheminer vers le cinquième élément. Alors là, ça débouche sur Dieu, mon bouquin. Alors ça plaît pas tellement à la République maçonnique dans laquelle nous vivons. Ça, c'est pas grave. Cheminer vers le sacré. Vers le Dieu que nous avons en nous-mêmes. Nous sommes le reflet de Dieu. Alors bien sûr, terminer ça. C'est d'ailleurs, ça donne beaucoup d'espoir à certaines personnes qui ont lu mon bouquin, celles qui souffrent. Mon bouquin, il n'est pas intéressant pour les gens qui sont heureux. Il doit être mis dans les mains de quelqu'un qui souffre et qui cherche. Et les gens heureux, il faut qu'ils aient le bouquin, mais pour plus tard, quand il y en a besoin. C'est un livre initiatique. Ça part d'une théorie sur les groupes sanguins, mais ça va justement en passant par Jésus du groupe sanguin AB, ça débouche sur des considérations sacrées. Je ne veux pas dire ésotériques, non, sacrées. Nous avons Dieu en nous. Nous sommes le reflet de Dieu, du divin. Nous sommes une des manifestations du divin. D'accord. Bah, ce qui fait écho, effectivement, aux dernières émissions qu'on a eues avec Magali, justement. Voilà. D'accord. Bon, donc, ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de quelque chose qui vous a pris quand même un certain nombre d'années de recherche, Oui. Hein, qui vous a, je suppose, valu les foudres du corps médical. Les foudres du corps médical, non. En général, non, mais de certains médecins, oui, le mépris et l'agressivité. Le corps médical, non, parce que de toute façon, ils ne s'y intéressent pas. Mais pour ceux qui s'y intéressent, il y a eu des moments où c'était pas agréable. Ah bah tiens, j'ai une autre question, peut-être dérangeante, mais qui a un rapport avec le corps médical et qui est d'actualité avec notre ministre qui va nous imposer. Oh là là, les vaccins, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que, en dehors du fait que ceux qui y croient ou pas dans le fonctionnement des vaccins, est-ce que donc les vaccins fonctionnent de la même façon en fonction des groupes? J'ai l'impression que non, par rapport à tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas. J'ai jamais étudié, parce que moi, de toute façon, dans ma pratique, je ne faisais que les vaccins obligatoires. J'essayais de faire les vaccins obligatoires chez les enfants le plus tard possible, pour qu'ils les supportent mieux. Et je disais aux mères, si vous voulez les autres vaccins, adressez-vous ailleurs, mais moi, je ne les ferai pas. Et c'est intéressant. Le vrai problème des vaccins, ils sont utiles. Ils sont utiles, tous sont utiles. Mais ce que n'a pas compris le corps médical, c'est qu'il ne cherche pas à dépister les gens qui ont des pathologies consécutives aux vaccinations. Donc, quelqu'un qui est malade d'une vaccination, on le laisse dans la nature comme ça. Et en plus, malheureusement, le corps médical ne sait pas comment neutraliser les effets secondaires des vaccinations. Alors que, il y a 10 ans, il y a 20 ans, nous pouvions, nous, médecins, à l'aide de médicaments homéopathiques qui ont été retirés du commerce, on pouvait gommer les effets secondaires. Et ça, je l'ai vécu sur des patients, mais je l'ai vécu également sur mes petits-enfants. Chaque fois que mes petits-enfants naissaient, je disais à mes filles,
refuser le vaccin à la naissance. Et chaque fois qu'il y avait eu un vaccin, je donnais une dose d'homéopathie qui, bien qu'en conservant l'immunité, évacuait les effets secondaires. Eh bien, malheureusement, nous n'avons plus la possibilité d'utiliser ces médicaments homéopathiques. Ce qui veut dire que le fait d'avoir retiré ces médicaments, ça prouve que le lobby pharmaceutique connaissait la démarche, mais ils ont tout fait pour que ça ne se sache pas. Alors là, ce que vous dites, c'est juste effarant. C'est-à-dire que ils ne les ont pas retirés du déremboursement tel qu'ils l'ont fait de manière avec tous les médicaments homéopathiques, ils l'ont carrément interdit à la vente. C'est-à-dire que c'était quel granule? Alors ça dépendait du vaccin. Ça dépendait du vaccin. Par exemple, ma petite fille sort de la maternité avec ma fille et « Ah papa, on m'a pas demandé mon avis, on lui a fait le BCG. » Ouais. Ni une ni deux, tuberculinum en homéopathie. Une semaine après, un énorme abcès qui est sorti et qui a évacué toute la cochonnerie. Ouais. Autre exemple, dans mon bureau, une femme vient me voir, elle me dit « Docteur, personne ne veut me croire. » Ah bon? Mon fils est malade, il tousse, et il est malade depuis le lendemain du jour où il a eu tel ou tel vaccin. Et on me dit c'est pas possible. Moi je dis que si, c'est possible. Il est malade, il n'était jamais malade avant. J'ai dit madame, moi je vous crois. Non seulement je vous crois, mais on va le guérir. Parce qu'en plus j'étais sûr que ça allait marcher mon traitement. Je lui ai donné ce qu'il faut en homéopathie. Alors, c'est simple, c'est l'isopathique du vaccin. DT polio, on pouvait avoir DT polio 5CH, par exemple. Plus Tuya, si vous connaissez un peu l'homéopathie. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, ça levait le barrage vaccinal. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est le docteur Sen, SE2N, en Suisse. Il y a longtemps, il est mort depuis longtemps, Sen. Oui. C'est lui qui passait son temps à guérir les gens en levant les barrages vaccinaux. Et moi-même, je suis une victime des vaccinations, parce que dans mon enfance, j'ai été hyper vacciné, et je fais une maladie rénale. Je pense qu'il doit y avoir une relation avec les vaccins que j'ai eus dans mon adolescence. Donc, le problème, c'est que les gens ne sont pas tellement au courant de ce que je vous dis, et donc ils ne font pas la relation de cause à effet. Mais on peut, bien sûr, faire 17 vaccins, c'est de la folie, parce que les enfants vaccinés, moi ce que j'ai remarqué, c'est soit ils prenaient du poids après les vaccins, soit au contraire ils perdaient l'appétit et ils maigrissaient, soit ils faisaient une pathologie pulmonaire ou cutanée. Alors les eczémas, alors là, la plupart du temps, c'était le test tuberculinique. Dans la foulée, dans la semaine qui suivait, un eczéma apparaissait derrière les plis du genou ou au pli du coude. Tuberculinum, 5CH, en une semaine, tout était parti. Je me régalais à faire cette médecine-là, jusqu'au jour où ah non, ça se faisait plus. J'étais désarmé. Et c'est comme pour les jeunes médecins maintenant, comme moi à La Réunion, quoi. Ils savent pas qu'il y avait cette thérapie qui existait et qui était super efficace. Alors, je me permets de rebondir du coup par rapport au début de notre conversation, où on a démontré que la posologie médicamenteuse pouvait dépendre en fonction du groupe. Est-ce que c'était vrai aussi avec l'homéopathie? Oui. L'homéopathie, ça agit sur l'énergie. Donc, ça réagit sur des gens qui ont de l'énergie. Qui c'est qui a le plus d'énergie? Les enfants. Qui c'est qui en a le moins? Les vieillards. C'est pour ça que l'homéopathie chez les vieillards, ça marche plus. Alors que quelques granules d'homéopathie chez un gamin, ça marche tout de suite. Bon, écoutez, est-ce que vous avez autre chose à rajouter qu'on aurait pu oublier?
Non, mais c'est-à-dire, on pourrait en parler encore parce que, à brûle pour point, comme ça, c'est un peu désordonné ce que je vous explique. Oui, parce que comme je vous pose des questions, du coup, Dans mon bouquin, par exemple, il y a un tableau qui est assez marrant de comportement des différents groupes sous la torture. C'est intéressant, ça, pour les services secrets français, pour lutter contre les services secrets japonais qui, eux, savent. Sous la torture, O, qui a une super santé, qui est résistant, il meurt sans avouer. A, qui est moins solide, il avoue, il meurt en avouant. Mais B, qui est plus intelligent que tous, il retourne le tortionnaire et s'en sort. Eh bien, ça, c'est une bonne définition des 3 groupes sanguins. Ça va être la conclusion de la soirée. Sous la torture. Ce sont des extrapolations. Et puis disons que les Japonais ont eu la capacité de mettre... de vérifier, de mettre en pratique. Oui, il y avait des camps de torture avec des Américains. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'au départ, cette théorie des groupes sanguins, c'était pour sélectionner quel type de soldat japonais était le plus apte à remplir la mission de conquête de tout l'Extrême-Orient. Eh bien, la réponse, c'était les gens du groupe sanguin, c'est-à-dire les Taïwanais qui s'opposent à l'armée japonaise. Eh bien, il avait raison. Les hauts sont... Alors, par exemple, les plus grands généraux que l'on puisse connaître étaient hauts. Par exemple, Bijard, haut. De Gaulle, haut. MacArthur, haut. Ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour le pays. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ok. Bon, voilà. Bah, écoutez, on va donc terminer sur... Voilà, on va reprendre tout ça. sur cette notion de résistance. En tout cas, voilà, je vous remercie. C'était vraiment une conversation très intéressante et puis on a découvert beaucoup de choses. Je suis sûr que les personnes qui nous regardent ont apprécié de découvrir votre théorie. Vous repassez quand vous voulez s'il y a d'autres choses à étayer sur le sujet. Et puis donc, je peux m'étendre davantage sur les effets, les méfaits des vaccinations. Écoutez, ça tombe bien parce qu'on veut faire une émission sur la vaccination. Donc, si ça vous intéresse, je vous parlerai de mon expérience pour la transmettre aux jeunes parents. Pas aux médecins, parce on ne peut parler vraiment qu'à ceux qui sont ouverts, mais ceux qui sont ouverts le savent déjà. Tout à fait. Écoutez, c'est noté, je pense qu'on aura droit à un deuxième rendez-vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis pour vous qui nous avez suivis jusqu'ici, je vous remercie de votre fidélité, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rencontre hors du commun.